Au départ, quand on lit Grande Caraïbe, on imagine les îles de la Caraïbe, mais vous allez au-delà. Votre livre traite d'environnement physique et de structures socio-économiques. Combien de temps avez-vous mis pour écrire cet ouvrage et qu'est-ce qui vous a poussé à traverser les siècles jusqu'à nous parler des Mayas? Alors d'abord, je ne pourrais pas vous donner une période particulière pendant laquelle j'ai travaillé le sujet. J'ai eu une passion pour la Caraïbe depuis très jeune, donc j'ai tout lu sur ce qui concerne la Caraïbe, et comme je lis aussi bien en français, en anglais qu'en espagnol, je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai travaillé le sujet. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, j'ai beaucoup lu sur la Caraïbe, d'autre part, j'ai travaillé dans toutes les îles de la Caraïbe. J'ai enseigné à Trinidad, j'ai enseigné en Jamaïque, j'ai enseigné à Porto Rico, j'ai enseigné dans différentes universités, j'ai été fondateur de différentes organisations d'intellectuels comme l'Association des économistes de la Caraïbe, l'association dite de Caribbean Studies, des études caribéennes, l'association des historiens de la Caraïbe. Enfin, j'ai été pendant une longue période très présent dans tous les domaines intellectuels de la Caraïbe. Par conséquent, j'ai été progressivement imprégné des réalités de la Caraïbe. Alors maintenant, pour répondre de manière très précise à la question pourquoi je vais au-delà de ce qui existe aujourd'hui, c'est que c'est une méthode d'étude. On ne peut pas comprendre une société si on n'en connaît pas d'abord le cadre, si on ne sait pas dans quel cadre physique cette société est née. Quand je dis cadre physique, je parle de la mer, la terre, les montagnes, le climat. Tout ça est très important parce que c'est ça qui crée les habitudes, les manières de voir le monde, et les problèmes, les difficultés d'une société. Donc elle se développe dans ce cadre-là, et c'est sa mentalité, sa manière d'agir, sa manière de faire est toujours marquée par le cadre physique. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut ensuite regarder comment la société s'est formée historiquement. C'est-à-dire quelles sont les différentes cultures qui se sont rencontrées, comment ces cultures se sont mêlées ou qui ne se sont pas mêlées, comment les influences de différentes époques historiques se sont exprimées. Donc le mouvement historique est un élément essentiel pour comprendre le présent. On n'a aucun moyen de véritablement comprendre comment une personne ou une société réagit si on ne sait pas d'où vient la société. Beaucoup de choses qui sont caractéristiques des sociétés de la Caraïbe, comme de la Martinique, sont liées à des événements qui se sont déroulés il y a 2 ou 3 siècles. Beaucoup de comportements en Martinique sont liés au fait que la Martinique a connu l'esclavage. Et l'esclavage pourtant a été aboli depuis 1848. Donc je ne dis pas que l'histoire c'est la réalité d'aujourd'hui, mais comprendre la réalité d'aujourd'hui exige une connaissance historique. Donc si je parle par exemple des Mayas quand je veux parler du Mexique, eh bien parce que le Mexique, la société mexicaine d'aujourd'hui est très largement une société qui a été formée à partir de la civilisation maya, même s'il y a des transformations importantes. Il y a même des technologies de cette époque qui sont encore présentes. Il y a aussi des produits de cette époque qui sont encore présents. Le Mexique a apporté au monde la pomme de terre. Alors, si on ne sait pas ça historiquement, on peut croire que la pomme de terre est un produit que les Mexicains ont découvert avec les Européens. C'est exactement l'inverse. Les Européens ont découvert la pomme de terre au Mexique. C'était une des choses que consommaient les Mayas et les Aztèques. Le cacao, vous voyez, le cacao aujourd'hui, tout le monde parle du chocolat suisse, du chocolat belge, etc. Ça n'existe pas à l'origine dans les pays européens. C'est en fait chez les Mayas que le cacao a été découvert. C'était une consommation qu'ils avaient depuis longtemps. Et chez les Aztèques, le chocolat était une consommation des prêtres aztèques. Et donc, chez les Mayas, on utilisait aussi la fève de cacao comme monnaie. C'était avec ça qu'on payait un certain nombre de produits. Donc, ne pas savoir ça
et croire qu'on va comprendre une société aujourd'hui, c'est une erreur. Il faut commencer par ça. Et puis, prenons un autre exemple. Aujourd'hui, dans certains pays du monde, on développe des technologies de culture que l'on croit très nouvelles. Eh bien, certaines de ces technologies sont des technologies qui remontent à des sociétés, à des sociétés précolombiennes dans les Amériques. Prenez par exemple la technologie aujourd'hui qui consiste à faire pousser des plantes essentiellement sur de l'eau. Qu'il s'agisse de l'hydroponie, qu'il s'agisse de l'aquaponie, c'est un petit peu des technologies qui sont basées là-dessus. Eh bien, figurez-vous que, et j'en parle dans mon livre, que la technologie dite des chinampas, les chinampas sont ce sont des plantations qui sont faites sur des branchages que l'on met à flotter sur l'eau, sur un lac ou sur une rivière qui n'est pas trop mouvementée, et à la surface du chinampas, on ramasse la boue qui est au fond de l'eau et on remet la boue sur le chinampas et là-dessus on plante des choses et on a dans ces conditions-là 2 ou 3 récoltes par an. Si on avait planté les mêmes plantes à terre, on aurait eu une seule récolte et encore, si ce n'est pas très arrosé, on n'aurait pas eu une très bonne récolte. Et bien avec le chinampas, on a plusieurs récoltes par an, on a une productivité considérable. Mais ça remonte avant l'arrivée des Européens dans les Amériques. Donc la connaissance de tout cela est essentielle pour comprendre d'abord ce qu'a été cette histoire, mais aussi pour comprendre comment les gens d'aujourd'hui, qui sont les descendants de ces civilisations-là, qui ont été évidemment transformées par l'impact des Européens, par l'arrivée d'autres civilisations, etc., mais comprendre ça est essentiel pour comprendre le comportement et les potentialités du peuple qui existe aujourd'hui. Alors, je peux compléter ce que je viens de dire en disant qu'il ne s'agit pas seulement de parler des îles de la Caraïbe dans mon livre. Je tiens compte aussi du fait que depuis 1994 a été défini ce qu'on appelle la Grande Caraïbe. Parce qu'il faut aussi savoir que même les ensembles mondiaux sont définis historiquement. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui. Ce concept n'a pas toujours existé. C'est un concept qui a commencé à émerger à partir on va dire, à partir de l'époque de Charlemagne, qui avait créé un empire européen. Et ce premier empire constitue une première visualisation de ce qu'est l'Europe. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison, quand on parle de l'Europe, de ne pas y intégrer la Turquie, de ne pas y intégrer le Moyen-Orient, de ne pas y intégrer la Méditerranée, etc. Quelle est la raison? Il faut, pour pouvoir définir un ensemble, qu'il y ait une histoire commune qui permet de définir cet ensemble. Et l'histoire commune des pays qui font partie de l'Europe, c'est l'histoire de la chrétienté, de la religion chrétienne, et l'histoire des empires chrétiens. Ça commence avec Charlemagne, et puis ça se poursuit avec différents empires qui se sont formés. L'empire qui a été mis en place par Napoléon à une époque, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, eh bien, est un élément constitutif de l'ensemble européen. Et si on va plus loin et qu'on prend en compte des empires négatifs, si on prend le Troisième Reich d'Hitler, c'est aussi un élément constitutif du concept européen. Et en fait, le concept dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui n'est pas un concept violent et impérialiste, mais qui est un concept de coopération, c'est ce qui a formé l'Europe à partir des années 50. Et qui est issu d'ailleurs de la violence qui avait pris naissance avec le Troisième Reich. Donc on combat la violence, l'histoire c'est ça. L'histoire c'est une dialectique entre le positif et le négatif. Donc un empire comme le Troisième Reich a été contredit par la suite par le développement d'une idée de coopération et de paix pour empêcher la guerre, et c'est la construction de l'Europe. Alors je reviens maintenant à la Caraïbe pour vous dire que ce n'est que, comme il s'agit historiquement de peuples qui commencent à émerger à leur propre existence, que depuis les années
on va dire, le début du 19e siècle. Le premier pays à être indépendant de la Caraïbe, c'est Haïti, qui devient indépendant en 1804. Ensuite, le deuxième pays à devenir indépendant, c'est la République dominicaine, en 1844. Et puis vous avez la vague d'indépendance qui commence dans les années 60 avec les pays anglophones, et ensuite le Suriname qui suit à partir de 1975. Donc tout cela, c'est une époque récente d'émergence d'un ensemble de pays. Et c'est petit à petit que cet ensemble de pays va se coaguler et va créer un concept régional qui petit à petit va s'étendre et va se cristalliser. Et aujourd'hui, la cristallisation s'est produite à partir de 1994 avec la création de cet ensemble qui s'appelle la Grande Caraïbe et qui est aujourd'hui inscrit dans les institutions internationales et dans le droit international avec la création de ce qu'on a appelé en 1994 l'Association des États de la Caraïbe, qui est une association reconnue par l'Organisation des Nations Unies et qui a sa place dans le système mondial sous le nom de Grande Caraïbe. Donc c'est tout ça qui me conduit, donc, si je fais un livre sur la Caraïbe, de ne pas m'arrêter à la Caraïbe, parce qu'il y a beaucoup de concepts différents de la Caraïbe. Si vous demandez aux anglophones de la Caraïbe ce que c'est que la Caraïbe, ben ils vont vous dire que c'est les pays anglophones de la Caraïbe, c'est-à-dire Trinidad, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, Dominique, etc. Si vous demandez à des francophones qu'est-ce que c'est que la Caraïbe, ben ils vont vous dire la Caraïbe, c'est là-haut, dans la Caraïbe, on parle français, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et si vous demandez aux hispanophones, c'est-à-dire les gens de Cuba, République dominicaine, ce que c'est que la Caraïbe, pour eux, la Caraïbe, c'est uniquement les îles hispanophones. Et ce qui est plus important, c'est qu'ils ignorent, c'est frappant dans le monde hispanophone, le monde latin, ils ignorent la réalité, l'existence de la Caraïbe anglophone et de la Caraïbe francophone. C'est quelque chose qu'ils sont en train d'absorber aujourd'hui. J'étais il n'y a pas très longtemps en Colombie. Est-ce que vous imaginez qu'en Colombie, qui est un pays de la Caraïbe, de la Grande Caraïbe, hispanophone, eh bien en Colombie, on a un département, ce sont des départements parce que ce sont les régions en Colombie, des départements, des grandes régions, hein, ce sont des régions de plusieurs millions d'habitants. La Colombie, c'est 45 millions d'habitants, donc vous avez des départements de plusieurs dizaines, plusieurs millions d'habitants. Et vous avez un département sur la côte caribéenne de Colombie qui s'appelle le département Atlantique. Alors quand vous voyez ça, vous vous demandez pourquoi ils appellent ça département Atlantique. Mais pour eux, ça correspond à la mer Atlantique. Autrement dit, la mer Caraïbe n'existe pas dans leur tête. Ce qui existe, c'est l'Atlantique. La Caraïbe, c'est quelque chose de quasi inexistant. Eh bien, historiquement, on a appelé donc cette zone, cette région de la Colombie, El Atlántico. El Atlántico, pourquoi? Mais parce que les petites îles qui sont devant, ça n'existe pas. C'est pas dans l'imagination historique des gens de la Colombie. L'idée de la Caraïbe, ça n'existe pas. Et c'est maintenant que les Colombiens commencent à conceptualiser l'idée de la Caraïbe. Aujourd'hui, ils sont en train de découvrir cette idée. J'étais très surpris dans une conférence à laquelle j'ai participé l'année dernière, hein, de découvrir qu'il y avait des tas de gens qui étaient en train de découvrir qu'il y avait tout un tas d'îles, un tas de pays, un tas d'États qui faisaient partie de la Caraïbe. C'est un concept nouveau pour eux. Vous avez aussi écrit que l'éducation des pays de la Grande Caraïbe est marquée par l'héritage de leur métropole. Vous prenez comme exemple l'Espagne qui, au XIXe siècle, avait un taux d'alphabétisation d'à peine 25% contre plus de 50% dans les autres pays d'Europe, et vous rajoutez ce que l'Espagne n'avait pas pour elle-même, elle ne pouvait pas l'avoir dans ses colonies. Absolument, c'est une citation. Exemple de ce type? Alors d'abord, il faut préciser que c'est une citation
d'un grand auteur portoricain qui écrivait sur cette question dans les années 1850, 1880 par là, au 19e siècle. Et c'est une observation très juste. Alors, pourquoi je dis ça? Mais parce que la Caraïbe, cette caractéristique, c'est que c'est un espace qui a été colonisé par des pays différents. Et cet espace a été colonisé par des pays différents. Pourquoi? Mais parce que c'est un espace insulaire et dans lequel il n'est pas toujours facile de coloniser en même temps tous les territoires. C'est quand vous colonisez l'une des îles, je parle de ceux qui ont colonisé au XVIe, XVIIe siècle, vous pouvez avoir d'autres adversaires ou d'autres rivaux qui colonisent d'autres îles. C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque l'Espagne a commencé à pénétrer la zone, l'Espagne est arrivée dans la zone en 1492. L'Espagne étant à la recherche d'or et de métaux précieux. Et pour l'Espagne, il était très important d'avoir une population sur place. Une population suffisamment organisée, suffisamment importante, suffisamment concentrée pour qu'on puisse la transformer en collecteur d'or. Et donc, l'Espagne s'en est tenue aux grandes îles, c'est-à-dire à Cuba, à ce qu'on appelait à l'époque Hispaniola, ce qu'ils ont appelé à l'époque Hispaniola, mais qui en réalité à l'origine s'appelait Quisqueya, et qui aujourd'hui, Quisqueya était le nom qu'avaient donné les Amérindiens à l'île sur laquelle se trouve Haïti et la République dominicaine aujourd'hui. Donc, les Espagnols s'étaient occupés seulement des grandes îles, et Porto Rico, qu'ils considéraient comme quelque chose de négligeable. Porto Rico, pour les Espagnols, c'était peu de choses. C'est une petite île, il n'y avait pas beaucoup de population. Là où il y avait une population importante à l'époque, c'était essentiellement ce qui correspond aujourd'hui à la République dominicaine et Haïti, et ce qui correspond à Cuba. Eh bien, ils ont colonisé ces deux îles-là. Il restait les autres. Mais figurez-vous qu'ils sont restés dans ces deux grandes îles, Cuba et Hispaniola, ils y sont restés sans concurrence de la part des autres pays européens pendant près de 150 ans. Ils sont arrivés en, on va dire 1500 pour simplifier, c'est 1492, l'arrivée de Christophe Colomb, on va dire 1500 pour simplifier, donc de 1500 jusqu'à 1630-1640, il n'y avait pratiquement pas de concurrents à l'Espagne dans le Nouveau Monde. Et les puissances européennes, qui elles-mêmes étaient en retard par rapport à l'Espagne dans leur développement, les puissances européennes, c'est-à-dire la Hollande, l'Angleterre, la France, ont commencé à émerger en Europe d'abord, exister comme royaume qui prend de la puissance, etc. Ils ont commencé à exister vers 1630-1640. Et ils sont devenus vraiment des puissances à partir de 1660, 1670, 1680. C'est-à-dire deuxième moitié du XVIIe siècle. Et dans ces conditions-là, ils ont commencé à chercher les points sur lesquels ils pouvaient s'installer, parce qu'ils ont compris que l'enrichissement de l'Espagne, pendant toute la période précédente, venait de l'exploitation de l'or qui venait du Mexique, qui venait du Pérou, c'est-à-dire de chez les Aztèques et de chez les Incas, et l'Espagne organisait l'exploitation, le pillage de ces sociétés pour transporter l'or en Espagne. Donc, François Ier, par exemple, en France, va dire à un moment, quand le royaume français va commencer à se développer, il va dire, mais où est le texte qui, dans le testament d'Adam, nous exclut, nous, les Français, du bénéfice des richesses du Nouveau Monde? Il écrit ça, il fait cette déclaration un jour. Alors, pourquoi? Mais parce qu'il considère qu'il faut qu'il participe aussi au pillage des sociétés amérindiennes. Et pour ce faire, comment ils vont faire? Qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de l'Angleterre, qu'il s'agisse de la Hollande,
ils vont occuper les espaces que les Espagnols n'avaient pas occupés. Depuis plus de 100 ans, ils n'avaient pas occupé ces espaces. C'est-à-dire les petites îles de la Caraïbe. C'est-à-dire, pour les Anglais, Antigua, la Barbade, pour les Français, la Martinique, la Guadeloupe, pour les Hollandais, Curaçao, Aruba, Saint-Martin. D'ailleurs, il va y avoir des bagarres, c'est le cas en ce qui concerne l'île de Saint-Martin, où vous avez les Hollandais qui sont déjà installés, et les Français qui arrivent et qui demandent aussi un morceau. Et vous avez le résultat de ça. Quand on pense à l'histoire, cela s'explique. Ce qui existe aujourd'hui dans l'île de Saint-Martin, une partie hollandaise, une partie française, ça remonte au 16e, 17e siècle. C'est à cette époque que ça se produit. Donc, et c'est vrai toujours. Donc l'histoire, si vous voulez comprendre quelque chose aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est passé historiquement. Donc, cette réalité que je viens de vous décrire, à savoir la présence dans la Caraïbe de différents impacts impériaux, eh bien, explique les sociétés. Alors, à cette époque dont nous parlons, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, vous avez des pays en Europe qui sont plus avancés que les autres. Si vous prenez par exemple l'Angleterre, eh bien, l'Angleterre développe très tôt, grâce au protestantisme, l'alphabétisation. Pourquoi il développe l'alphabétisation? Parce que les protestants en Europe sont dans une situation, disons, de domination par rapport aux chrétiens catholiques. Les catholiques dominent l'Europe au 16e, 17e, 18e siècle. Mais le mouvement protestant, c'est-à-dire les gens comme Calvin, qui vont développer le mouvement protestant, ben ça commence à émerger au XVIe siècle. Et pour pouvoir avoir des fidèles, pour pouvoir introduire les gens à la Bible, d'ailleurs, leur principe, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des prêtres qui expliquent aux gens la Bible, il faut que les gens puissent accéder eux-mêmes à la connaissance de la vérité. Eh bien, il faut qu'ils apprennent à lire, s'ils veulent lire la Bible. Eh bien, on va leur apprendre à lire et écrire. Et en leur apprenant à lire, eh bien, on leur permet d'accéder directement à la Sainte Bible. Et c'est ça le principe du développement des mouvements protestants en Europe. Ça commence un petit peu au XVIe, mais surtout au début du XVIIe siècle. Et cela va connaître une ampleur particulière à partir de 1536 avec Henri VIII en Angleterre qui va faire de la religion protestante la religion d'État de l'Angleterre. Et donc ce développement de la lecture va faire que les pays protestants vont, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, sont des pays où les gens sont alphabétisés beaucoup plus que dans les pays catholiques. Que vous preniez l'Angleterre, que vous preniez la Hollande, vous avez un mouvement protestant important, que vous preniez la Suède, les pays nordiques, eh bien, aux pays scandinaves, vous avez dans ces pays-là un mouvement qui va progressivement se développer, où les gens vont être alphabétisés avant les pays latins. Et donc, l'Espagne, qui est un pays latin, où le catholicisme est non seulement très puissant, et non seulement pas contesté par le protestantisme, mais où le catholicisme s'est associé à la colonisation des Amériques, et donc où le catholicisme, dans ces conditions-là, s'est enrichi. Aujourd'hui encore, vous allez voir les églises qui ont été construites au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle par l'Église catholique en Espagne, vous êtes impressionnés par l'accumulation d'or. Mais ça vient d'où? Mais ça vient de la colonisation du pays aztèque et du pays inca. C'est l'or qu'on a raflé dans ces zones-là qui a été utilisé en Espagne à l'époque pour construire tout ça. Parce que l'Église catholique s'était étroitement associée à la colonisation. Et lorsque le mouvement de colonisation s'est mis en place, il y avait évidemment les représentants de la royauté, ce qu'on appelait les capitanes, les chefs qu'on mettait en place, les encomenderos et tout ça, qui étaient les gens qui faisaient physiquement et militairement la colonisation, et ils étaient immédiatement soutenus et accompagnés par
des prêtres, des moines, des gens qui étaient là pour inculquer la religion catholique. Donc, la religion catholique n'était pas destinée à introduire l'alphabétisation dans les pays colonisés, pas plus que ce n'était le cas en Espagne même. C'est là où il y avait une contestation de la religion catholique avec le protestantisme que l'on a formé les gens pour pouvoir leur permettre d'accéder de manière directe à la connaissance de la Bible. Donc les Espagnols étaient les plus rétrogrades en matière d'alphabétisation en Europe avec la domination de la religion catholique. Ils étaient les plus rétrogrades et la colonisation qu'ils ont faite dans la Caraïbe et dans les Amériques a été une colonisation où la connaissance de l'alphabétisation, enfin, ce qui est écrit était extrêmement peu connu, parce qu'on n'a pas analphabétisé les gens, parce que les religieux catholiques c'était une manière de garder le monopole de l'accès aux Écritures saintes, et non pas une méthode consistant à diffuser les Écritures saintes. Donc, on revient à ce que je disais, quand vous vous situez à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, vous avez, en Angleterre, vous avez un taux d'alphabétisation qui est au moins autour de 40-45%. Vous avez, dans les pays scandinaves, des taux d'alphabétisation qui sont autour de 50%. Vous avez en Hollande des taux Pays-Bas, quoi. Je dis Hollande, mais ça s'appelle les Pays-Bas, qui sont autour de 50%. Et vous avez en Espagne un taux d'alphabétisation qui est autour de 25%. Et l'Espagne, qui colonise les pays, les grandes îles de la Caraïbe, il ne peut pas introduire dans les grandes îles de la Caraïbe une alphabétisation qu'elle ne possède pas. Donc voilà l'explication. Alors, et si vous voulez des exemples d'autres choses de ce type, en Europe, les Britanniques sont les premiers à avoir développé la connaissance économique. Il faut aussi savoir que les premiers grands économistes qui vont développer cette science de la réalité économique, du marché, des prix, des taux d'intérêt, et toute cette science, qui n'est pas une chose qui est diffuse comme ça se développe dans certains pays. Il y a des pays où ça ne se développe pas, parce que les conditions ne sont pas favorables. Notamment dans les pays catholiques, eh bien, la science économique se développe beaucoup plus tardivement que dans les pays anglo-saxons. Eh bien, les Anglais qui sont très avancés en matière de connaissances économiques, ils sont les premiers à introduire la connaissance économique dans la Caraïbe. Et ce sont les colonies anglaises, comme Trinidad, comme Barbade, comme Sainte-Lucie, comme Jamaïque, qui vont avoir les premiers économistes. Et ce n'est pas un hasard que le premier prix Nobel d'économie de la Caraïbe, qui est un économiste qui a été célèbre à partir des années 60, 70, 1960-70, c'est un Saint-Lucien qui s'appelle Arthur Lewis. Et ce n'est pas un Martiniquais, ce n'est pas un Guadeloupéen, c'est un anglophone. Et d'ailleurs, la plupart des prix Nobel d'économie aujourd'hui sont encore des anglo-saxons, soit des Américains, soit des Britanniques. Ce ne sont pas des Français. Il y a 2 prix Nobel, en tout et pour tout, il y a 2 prix Nobel d'économie qui soient français. Il y a Alphonse Allais, et puis le récent, là, dont on a beaucoup parlé, qui est de Toulouse, j'oublie son nom, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a 2 en France. Pourtant, la population française, c'est 65 millions d'habitants. Et la population britannique, ben, c'est 63 millions d'habitants. Et bien, pourtant, Grande-Bretagne, il y a énormément de prix Nobel d'économie. Et aux États-Unis, la plupart des prix Nobel d'économie sont originaires des États-Unis. Qu'il s'agisse de Samuelson, qu'il s'agisse bon, je ne sais plus le nom, enfin, il y a une multitude. Donc, voilà, la science, dans certains domaines, est développée plutôt dans certains pays que dans d'autres pays. Eh bien, ces pays, s'ils ont colonisé des zones particulières, et ils sont les premiers à introduire ces connaissances-là dans leurs colonies. Parce que, ou bien ils le font de manière délibérée en enseignant aux gens de leur colonie ces connaissances scientifiques, ou bien les gens des colonies accèdent aux connaissances scientifiques parce qu'ils s'efforcent d'entrer dans la culture dominante pour pouvoir avoir un certain nombre de moyens, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir dominer
etc. Donc leur épanouissement est dans le cadre dans lequel ils sont. Et le cadre dans lequel on est, ben, pour les les colonies britanniques, ben, c'est l'Angleterre. Le cadre dans lequel on est pour les colonies françaises, ben, c'est la France. Pour les colonies hollandaises, c'est la Hollande, et ainsi de suite. Donc, on essaie de récupérer, de s'imprégner des éléments qui font le pouvoir, qui font la force, qui permettent de s'épanouir dans une société donnée.